Ce qui va suivre est un podcast du CR 451, Centre de recherche appliquée de l'École de guerre économique. Chaque fois que vous entendrez ce signal sonore, une information sera affichée à l'écran. Merci de votre attention et bonne écoute. Bonjour, nouvel épisode donc DST, ça va être le DST numéro 6. Jusqu'à présent, le CR 451, donc le Centre de recherche appliquée de l'EGE, a publié soit des documentaires, soit des DST sur des études de cas particuliers. Et nous avons décidé cette fois-ci de passer à une dimension supérieure. Donc des cas particuliers deviennent en fait des sujets plus larges, puisqu'on va parler de secteurs d'activité. Et ces secteurs d'activité, pourquoi on élargit le débat? Tout simplement parce que l'occasion nous est donnée par la sortie d'un rapport sur la guerre économique dans l'industrie de la plasturgie. Et ce rapport est en fait le premier du genre. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Nous avons été, disons, interpellés par l'initiative d'un acteur d'un secteur d'activité économique, justement, dans la plasturgie, l'industrie de la plasturgie pour être précis, Monsieur Taïfé, qui dirige un syndicat interprofessionnel et qui a comme originalité d'avoir écrit un ouvrage sur la question. Et cet ouvrage n'était pas simplement un ouvrage de description de ses activités ou un ouvrage vantant tel ou tel aspect de l'industrie de la plasturgie. Cet ouvrage, en fait, c'était un témoignage sur la guerre économique que lui vivait à travers ce secteur activité qu'est la plasturgie, et il prenait position dans cet ouvrage pour dénoncer un certain nombre d'attaques informationnelles dont ce secteur aujourd'hui est victime et qui le met dans des situations parfois délicates. Alors, ça, c'est la première raison de ce DST6. La seconde raison, c'est que, en parallèle à la sortie de l'ouvrage de Monsieur Taïfé, nous avons demandé à Aurélie Poquet, qui est une chercheuse associée du Centre de recherche 451, de travailler sur le sujet et de réaliser un rapport qui s'intitule « La guerre économique dans l'industrie de la plasturgie ». Et justement, l'objet de ce DST6, c'est d'interviewer Aurélie sur le rapport en question, afin de comprendre pourquoi, dans un pays comme la France, il est tellement difficile d'associer l'expression guerre économique à une activité économique. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Dès qu'on parle de guerre économique, la plupart des gens détournent leur regard et préfèrent penser à quelque chose de plus réjouissant. Donc on se heurte vraiment à une barrière mentale du public français. Et aujourd'hui, dans le contexte où on est, l'industrie française, cette barrière mentale, elle nous semble vraiment devenue un handicap majeur, et c'est la raison pour laquelle le CR 451 a décidé de relever le défi. Et relever le défi, c'est produire de la connaissance. Produire de la connaissance, c'est donner, pour fissurer la barrière mentale, l'esquisse, pour aller même plus loin qu'une esquisse, une véritable grille de lecture, donc à vocation pédagogique, même si ce terme déjà écorche les oreilles de pas mal de gens. Je répète, à vocation pédagogique. Apprenez à ouvrir les oreilles, les yeux et à comprendre sur un domaine qui, jusque-là, était dans notre vie quotidienne. Le plastique, il y en a partout, dans beaucoup d'activités que vous menez chaque jour, que ce soit dans votre cuisine, que ce soit dans votre voiture, ou que ce soit sur votre lieu de travail. Et finalement, on ne se rend même pas compte de l'importance stratégique que peut consister l'industrie de la plasturgie pour commencer un
à se poser 2 questions. Un, où elle en est, l'industrie de la plasturgie française? Est-ce qu'elle a des chances de se développer ou est-ce qu'elle est, comme beaucoup d'autres secteurs d'activité industrielle, en stagnation, voire en déclin, voire en disparition? Et deuxièmement, comment on peut la défendre? Et comment on peut la défendre dès le moment où des grands témoins, comme monsieur Taillefer, viennent nous dire alerte, nous sommes attaqués et il est grand temps de réagir et aidez-nous à nous défendre. Donc avant de donner la parole à Aurélie, je vais d'abord la donner à Arnaud, parce que je crois qu'effectivement, faut pas rester centré uniquement sur le cas de la plasturgie. C'est un problème beaucoup plus étendu qu'on aborde aujourd'hui. Et Arnaud, dis-nous en plus. Oui, merci Christian. Donc en effet, au fur et à mesure de nos analyses de cas, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un rapport systémique de guerre économique. De guerre économique systémique du reste. C'est-à-dire que lorsque, avec des étudiants de l'école de guerre économique, une analyse du secteur nucléaire a été réalisée, et la production d'un rapport JATAC, il a été identifié qu'il y avait des stratégies d'attaque sur la totalité du secteur, c'est-à-dire à la fois sur la production de l'énergie, sur son image, sur sa consommation, mais aussi sur les éléments essentiels, puisqu'en fait, il y avait des stratégies d'attaque des mines d'uranium gérées par des entreprises françaises, en particulier au Niger, même si la France n'est que 7e ou 8e acteur du secteur. Parallèlement à l'analyse du secteur de la plasturgie qu'Aurélie va nous présenter aujourd'hui, nous sommes en train de travailler à une analyse des attaques systémiques de guerre économique contre le secteur agricole français, qui sera conclu par la production et la mise en ligne d'un documentaire particulier. Alors à ce stade, il me paraît peut-être utile de rappeler un élément de définition. Donc qu'est-ce que c'est que la guerre économique selon nous ? Donc, je vous donne d'abord une définition, puis après, je l'explique très rapidement. Donc, la définition que notre centre de recherche porte, c'est que la guerre économique est une confrontation, donc un affrontement collectif entre différentes parties, différents acteurs, qui peuvent être des entreprises, qui peuvent être des ONG, qui peuvent être des États ou des secteurs industriels. Donc, confrontation entre différentes parties, dont le but est de capter, c'est-à-dire prendre le contrôle, contrôler, accaparer, c'est-à-dire s'approprier au détriment d'autrui des richesses pour accroître sa puissance par l'économie. Puisqu'en fait, le principe même de la guerre économique, on peut dire son synonyme, c'est l'accroissement de puissance par l'économie. Et cette recherche de puissance et d'accroissement de puissance par l'économie a évolué au fur et à mesure du temps en fonction des différentes définitions que chacun se faisait de la richesse. Et pourquoi guerre ? Parce que quand quelqu'un décide d'accroître sa puissance par l'économie, c'est pas une opération Mère Teresa. C'est obligatoirement, il va aller à l'encontre d'autres forces, de quelque nature que ce soit, pour les vaincre, pour les soumettre, ou pour créer de manière plus insidieuse une dépendance durable qui fait que des peuples peuvent être totalement, pendant des siècles, sous la houlette, ou plutôt sous le contrôle d'autres peuples. Pensez notamment à l'Empire mongol. L'Empire mongol a été d'abord violent pour terroriser des villes, voire des royaumes, et ensuite il n'occupait pas le terrain, il se faisait verser de l'argent, des tribus, et c'est comme ça qu'il assurait à la fois son expansion, l'entretien de son peuple lui-même, et ça pouvait durer très longtemps, voire plusieurs siècles. Je vais donner la parole à Aurélie Poquet, qui est une ancienne diplômée de l'école de guerre économique en MSIE, qui est en fait le MBA en intelligence économique et qui est chercheur associé au CR 451. Tu as la parole, Aurélie. Et ce MBA est destiné aux professionnels. C'est pas la formation initiale, c'est bien la formation pour les professionnels. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, à partir du rapport qui présente un état des lieux du secteur des plastiques et des composites, 3 principaux constats peuvent être dressés.
Premier constat, l'existence de stratégies de guerre économique ou de faisceaux d'indices concordants à toutes les étapes de la chaîne de valeur du plastique, c'est-à-dire matières premières plastiques, produits plastiques finis et déchets. Il faut savoir également que les solutions alternatives au plastique traditionnel de type bioplastique, oxodégradable ou plastique recyclé sont également visées par ces stratégies. Deuxième constat, le recours à des stratégies d'affrontement économique agressives menées par certains États européens, en particulier l'Allemagne, qui pour rappel est premier producteur de plastique en Europe. Encore l'Allemagne, on les trouvait déjà dans le secteur du nucléaire, on les trouve dans le secteur agricole et on les trouve dans le secteur du plastique. Donc l'énergie pour produire les aliments, pour les emballer, pour les commercer, en fait, ils nous attaquent sur toutes les dimensions. Exactement. Avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Et outre l'Allemagne, également l'Italie, qui est deuxième producteur de plastique en Europe. Et ces stratégies de l'Allemagne et de l'Italie s'exercent parfois aux dépens de leurs alliés européens, par exemple lorsqu'il s'agit d'imposer leur propre modèle ou de devenir leader sur un marché. Troisième constat, c'est la vulnérabilité du secteur des plastiques et des composites en Europe, et en particulier sa dépendance à l'égard de certains États prédateurs, tels que la Chine ou les États-Unis. Donc, à partir des constats que tu viens de faire, j'ai envie de rappeler une chose, c'est que avant que tu entames ce travail, on avait fait réaliser une enquête dans le monde de la plasturgie en France, pour voir comment les gens qui travaillaient dans ce domaine ressentaient les effets de la compétition au jour le jour. Et là, on a eu, la surprise de constater que dans l'industrie de la plasturgie, une partie des acteurs... On peut même dire la majeure partie. Oui, on peut dire, tu as raison, la majeure partie, à l'exception de quelques chefs d'entreprise, ne voient pas du tout leur activité dans un contexte de guerre économique. C'est-à-dire, ils voient leur activité, ce qu'on appelle le cœur de métier dans le monde industriel, comme une activité sous l'angle de l'innovation, sous l'angle des logiques de recherche de parts de marché, de clients, comment on va vendre tel ou tel produit, mais en aucun cas, l'expression guerre économique et surtout les trois indications que tu viens nous donner sont dans leur tête. Alors c'est quand même sidérant dans un pays comme la France, j'insiste lourdement là-dessus, que des participants, c'est-à-dire c'est leur vie, c'est leur salaire, c'est la raison d'être de leur activité professionnelle, ils ne peuvent pas l'associer une seconde à un contexte de guerre économique. Il faut immédiatement qu'ils la ramènent à des choses basiques et où on est plutôt sur le positif. Tiens, il y a une bonne idée qui donne telle ou telle orientation sur telle gamme de produits. Alors ça, on peut le comprendre, mais ce que moi, et je ne suis pas le seul, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment ils gomment, comment ils évacuent sur un claquement de doigts tout l'autre versant des choses qui peut les amener à des faillites d'entreprise, à du chômage, à des disparitions même de capacités d'innovation parce que d'autres leur ont volé la connaissance, etc. Donc, voilà un peu le contraste. Donc, dis-nous-en un petit peu plus justement sur, à partir des 3 points que tu as dégagés, comment tu peux nous faire entrer un peu mieux dans ce rapport d'ailleurs. En fait, les 3 constats ont été établis à partir de l'analyse des moyens et des vecteurs qui ont été utilisés par les différentes parties prenantes, qui sont les industriels du plastique, sur toute la chaîne de valeur, les concurrents, papier, carton par exemple, et compris également les bioplastiques, la société civile, principalement ONG et quelquefois les syndicats,
les États et les institutions. Donc là, tu nous parles bien d'informations accessibles à tous, ce qu'on appelle dans notre jargon à nous, dans l'intelligence économique, En des source sources ouvertes. ouverte, totalement. C'est-à-dire, c'est pas de l'information secrète ou des je ne sais quelles rumeurs ou quelles discussions captées de manière détournée. Non, là, on est dans une vie tout aussi banale que ceux qui nagent ou surnagent dans la croyance comme quoi l'innovation est la seule clé du succès. Eux-mêmes pourraient faire ce type d'analyse, mais le problème, c'est qu'ils ne la font pas. Alors, je vous confirme effectivement que tout est accessible en source ouverte et tout est sourcé, tout est disponible pour toute personne qui souhaite s'intéresser au sujet ou en tout cas collecter des informations pertinentes si elle veut avoir des informations. Oui, enfin, c'était écrit déjà dans le livre des morts, que leurs yeux voient et que leurs oreilles entendent. Alors justement, pour aller plus loin, sur les 3 constats dont tu nous parles, qu'est-ce que tu pourrais mettre en avant qui pourrait un peu changer cet état d'esprit complètement passif ou se refouler de la guerre économique? Pour mener cette analyse, l'idée était de se concentrer sur différents échiquiers. Donc il y a 4 échiquiers sur lesquels sur lesquels les recherches ont porté. Le premier, c'est l'échiquier économique. Le deuxième, c'est l'échiquier normatif. Le troisième échiquier, c'est l'échiquier environnemental. Et le dernier échiquier, c'est l'échiquier juridictionnel. Donc c'est dans ces échiquiers-là que les informations ont été collectées et trouvées. Et c'est à partir de ces informations que les constats ont pu être dressés. Alors, juste un mot à propos des échiquiers. À l'école de guerre économique et au centre de recherche 451, on travaille avec de la méthodologie qui a été conçue dans notre propre environnement. Et la méthode d'analyse par les échiquiers, c'est une des premières méthodes qui a été créée au tout début de l'existence de l'EGE. Donc, l'EGE a aujourd'hui 27 ans, donc on est pratiquement entre 1997 et 2002. Et à ce moment-là, on formalise ce qu'on appelle la méthode d'analyse par les échiquiers, c'est-à-dire qu'on essaie de définir la lecture des parties prenantes d'un sujet, comme par exemple la compétition dans la plasturgie, et savoir comment cette compétition, on peut la lire à travers le jeu des acteurs. Et ce qui nous différencie de l'approche classique du cœur de métier, qu'on étudie par exemple dans les écoles de commerce, avec les grilles de lecture qui vont bien, et où on va plutôt utiliser les comparaisons achat, marketing, management, service après-vente et autres, enfin sur le côté fonctionnel de l'entreprise. Nous, on élargit le débat parce qu'on va intégrer d'autres éléments d'analyse. Et ces éléments d'analyse, c'est essayer de comprendre, sur les 4 échiquiers dont tu as parlé, comment les acteurs peuvent interagir d'un échiquier à l'autre. Donc en d'autres termes, un échiquier, c'est un champ de bataille thématique que l'analyste construit sur le fondement de ce qu'il constate dans la réalité de la confrontation. Alors, sur l'échiquier économique, certaines stratégies de conquête ont été identifiées qui menacent ou fragilisent ce secteur du plastique. Alors, on peut citer par exemple les actions de prédation qui visent à pénétrer certains marchés, contrôler la chaîne de valeur du plastique ou encore capter des savoir-faire. Ces actions de prédation peuvent être menées par des acquisitions d'entreprises clés pour la production de plastique. Je pense par exemple en 2016 à l'entreprise publique chinoise Chemchina qui a acquis l'entreprise allemande Krauss-Maffei, spécialisée dans la fabrication de machines pour la production de plastique. Et par cette acquisition, la Chine a finalement intégré de manière verticale la chaîne de production des plastiques. Alors, outre des acquisitions stratégiques, ces actions de prédation peuvent être également menées via des partenariats.
avec des entreprises européennes. Par exemple, toujours, alors c'est une autre entreprise chinoise, mais ça reste une entreprise chinoise d'État, c'est l'entreprise Sinopec et l'entreprise américano-néerlandaise LyondellBasell, qui ont créé une joint venture en Chine. Et ce partenariat a permis, d'une part, à LyondellBasell d'établir sa présence sur le marché chinois et à Sinopec de bénéficier des technologies avancées de LyondellBasell. On peut aussi y voir une stratégie de la Chine pour capter finalement le savoir-faire de LyondellBasell. C'est pas comme si la Chine n'avait jamais fait ça auparavant. Alors justement, c'est vrai que la Chine est principalement, les entreprises chinoises mènent principalement aujourd'hui ces actions de prédation sur le plastique. Elles ne sont pas les seules, mais la majorité des informations collectées vont dans le sens de la Chine quand même. Et ces pratiques se retrouvent sur toute la chaîne de valeur des plastiques, y compris également dans les bioplastiques. Alors, outre des actions de prédation, certaines entreprises ou indirectement certains États via leurs entreprises recourent massivement au dumping, qui est une pratique déloyale, et du moins en Europe. Et pour rappel... Pas seulement déloyale, interdite. Oui. Légalement, réglementairement, puisqu'il s'agit de l'Union européenne, interdite. Et d'ailleurs, selon le Parlement européen, le dumping, c'est lorsqu'une firme étrangère vend des produits à des prix artificiellement bas sur le marché européen. Et cette pratique, elle est très souvent utilisée par les producteurs de matières premières plastiques, puisqu'elle vise à affaiblir, voire détruire la concurrence, obtenir des parts de marché ou encore exploiter des capacités de production excédentaires. Or, les conséquences du dumping, elles peuvent être radicales, comme entraîner la fermeture d'entreprises, la perte d'emploi ou la destruction d'une filière. Ça a été presque le cas, on va dire, en Inde, pour le PVC, dont la filière s'est trouvée mise à mal en raison de pratiques de dumping de la Chine et des États-Unis sur ce marché. Il existe évidemment des instruments de défense contre cette pratique, tels que les droits anti-dumping. Cependant, il apparaît que ces droits anti-dumping peuvent parfois être dévoyés et utilisés comme des outils soit de représailles, voire même d'intimidation, ou alors comme des outils de protection, pour protéger artificiellement des industries peu compétitives. Par exemple, quelques jours après l'annonce par la Commission européenne de la hausse des taxes douanières sur l'importation des véhicules électriques chinois, la Chine a ouvert une enquête anti-dumping sur les livraisons de viande de porc européen. Et dans ce cas précis, cette enquête a été lancée par la Chine en réaction aux mesures européennes. Et la Chine, d'ailleurs, avait prévenu de potentielles représailles commerciales. Et de mémoire, certains pays comme l'Allemagne, la Hongrie et la Pologne s'étaient fermement opposés à cette surtaxe européenne, justement pour éviter ces représailles de la Chine. Surtout quand leur modèle économique est en train de changer et qu'ils passent du développement par leur hinterland à la copie de la logique des Pays-Bas, qui est d'être le cheval de Troie de la Chine dans le marché européen. Tout à fait. Et toujours dans l'échiquier économique, on peut également citer le dépôt de brevets comme outil de guerre économique, qui est très utilisé dans le secteur des bioplastiques, ou encore parfois des pénuries artificielles de matières premières qui pourraient être utilisées pour contrôler l'offre, influencer les marchés ou encore déstabiliser des concurrents et ainsi les rendre plus vulnérables à des actes de prédation, comme évoqué précédemment. J'ai des questions sur ce que tu viens de dire. Est-ce que tu peux préciser en quoi les dépôts de brevets peuvent être des outils de guerre économique ? Parce qu'on pourrait se dire qu'a priori, on fait de la recherche, on a de l'innovation, comme disait Christian, dans une logique cœur de métier, on dépose un brevet, c'est légitime. Donc, première question, en quoi le dépôt de brevet peut-il être un instrument de guerre économique ? Alors, en fait, le dépôt de brevet crée finalement une barrière à l'entrée pour les concurrents qui ne peuvent plus utiliser cette technologie. Ou alors,
trouver dans certains cas des partenariats avec le déposant pour utiliser cette technologie. D'accord. Parce que moi j'avais lu dans d'autres cas que en fait, le dépôt de brevet pouvait être utilisé dans un cadre de guerre économique pour induire la concurrence en erreur. C'est-à-dire que une entreprise dépose ou des brevets de manière détournée, c'est-à-dire les fameux laboratoires cachés de Apple qui déposent des brevets sans qu'on sache que ce sont des brevets Apple. Donc est-ce que tu as identifié des stratégies de ce type-là dans le plastique, ou alors déposer des brevets de manière officielle sur des technologies dont l'entreprise pense qu'elles sont des impasses pour orienter faussement, c'est une ruse en fait, pour que leurs concurrents se disent « Tiens, ils sont en train de travailler dans cette direction, allons jeter un coup d'œil et développons des technologies dans cette même direction. » Donc, est-ce que tu as identifié des stratégies de ce type-là sur la guerre du plastique ou pas ? Alors non, je n'ai pas identifié ce type de stratégie. En revanche, c'est plus, j'ai identifié, on va dire, de la part de certains acteurs, une occupation du terrain par le dépôt de brevets Donc, dans en le fait, secteur des bioplastiques. Donc peut-être que l'objectif, c'est de ralentir la recherche adverse, puisqu'en fait, il faut d'abord analyser les brevets préexistants avant de pouvoir se lancer et développer ses propres Oui, tout à brevets. fait. Alors donc merci. Ma deuxième question, Ralentir ou devancer. C'est-à-dire, si les brevets ont vraiment une finalité, ça veut dire que la concurrence, elle doit courir derrière si elle n'a pas les moyens d'en trouver d'autres plus performants. En l'occurrence, parce que c'est une vieille histoire, hein, les problèmes de brevets. On en a pris conscience dans les années 90, voire 80, et c'était surtout une technique japonaise à ce moment-là, où les gens, par exemple, de Motorola au Japon, la filiale américaine de Motorola, constataient que les Japonais s'étaient mis à déposer tout un tas de brevets et n'en exploitaient qu'une partie, et tout le reste, ils le laissaient sans application. en jachère. En gros, oui, c'est ça. Donc, mais ça a parasité vraiment beaucoup l'activité de Motorola, qui, firme dans la technologie, devait aussi déposer ses brevets. Et surtout, ça a entraîné du côté de la Silicon Valley à l'époque, donc on parle là des années 80, une réaction assez particulière, c'est qu'on brevetait rien justement dans la Silicon Valley, et on s'est mis à breveter vraiment beaucoup pour éviter de tomber dans ce qui était pratiquement considéré comme un piège tendu par les Japonais. Ma deuxième question, c'est, tu as évoqué des stratégies des producteurs de matières premières plastiques. Est-ce que tu peux préciser de quoi il s'agit ? Oui. Alors, cette stratégie des producteurs de matières premières plastiques, donc il s'agit des pénuries artificielles. En fait, on a pu observer que tous les 5 ans, les producteurs de matières premières plastiques invoquaient une clause de force majeure pour justifier certaines fermetures. Voilà, exactement. Et cette récurrence de recours à la clause de force majeure pour justifier des fermetures interroge et interpelle. Et une hypothèse peut-être formulée à partir de là, qui est de savoir si ces pénuries ne seraient pas artificiellement créées pour, comme je l'ai dit, en fait, déstabiliser des concurrents ou influencer un marché. Ou faire augmenter le prix Oui, bien sûr. unitaire, Oui, puisque oui. Contrôler l'offre aussi, oui. même demande moins de ressources égale augmentation du prix. Tout à fait. Ce qui impacte évidemment ensuite toute la chaîne de plastique, puisque les transformateurs se retrouvent soit avec des difficultés d'approvisionnement, des augmentations de prix, des tensions avec leur client final. Donc la situation peut être très compliquée pour les transformateurs de plastique dans ces conditions. Oui, en fait, on voit que c'est très clair. Merci. Deuxième échiquier analysé est l'échiquier normatif, qui représente donc un espace de confrontation. Alors à cet égard, les négociations autour du règlement européen sur les emballages
et déchets d'emballage, dit également PPWR, illustre parfaitement les différentes stratégies déployées par une diversité d'acteurs selon leurs intérêts. Par exemple, l'Italie et l'Allemagne se sont alliés dans le cadre des négociations du Le PPWR, retour des puissances de l'Axe. toujours, pour une adaptation du règlement à leurs spécificités nationales. Elles ont, par exemple, activement promu le recyclage, qui est une technique bien établie sur leur territoire. Donc, cette forte implication de l'Italie et de l'Allemagne laisse entrevoir certaines intentions, telles que celle de dominer des secteurs dans lesquels ces deux pays sont aujourd'hui très performants. Alors que la France est en retard dans le domaine du recyclage, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Et alors, outre l'Allemagne et l'Italie, d'autres alliances d'opportunités ont été identifiées dans le cadre du PPWR. Je pense par exemple au syndicat des industriels du papier-carton et à McDonald's, qui ont mené conjointement des campagnes d'influence et un lobbying intense, voire très agressif. Et, En quoi très agressif ? dans les moyens et les outils déployés pour mener leur campagne. Certains parlementaires ont dénoncé certains parlementaires ont dénoncé du harcèlement de la part de ces acteurs, avec des pancartes sur leurs portes, les invitant à modifier le PPWR. Enfin, La technique François Ier, en réalité, c'est l'affaire des affiches de François Ier sur la porte de la chambre du roi. Des opposants sont venus la nuit coller des affiches pour qu'au réveil, ils se rendent compte que sa sécurité n'était pas assurée et que des opposants pouvaient venir jusque à la chambre royale. Par rapport aux activités de lobbying, par exemple, de McDonald's, McDonald's en 2021 avait déclaré au registre de transparence à peu près 400 000 € de budget. En 2023, pour les négociations du PPWR, il était à 2 250 000 €. Donc c'est quand même assez révélateur des enjeux économiques pour, en tout cas, McDonald's, cet acteur, autour du PPWR. Presque 6 fois le budget, une augmentation de 600%. Ouais. Oui, donc effectivement, on peut comprendre que augmentation des moyens, augmentation de l'intensité. Et puis, réalisation de rapports, création de sites internet, envoi de lettres aux parlementaires, réunion avec certains parlementaires. Toujours dans le champ normatif, on peut également citer la mise en place d'instruments juridiques dont la portée est mondiale. Par exemple, les mesures adoptées par la Chine dans le cadre du National Sword, qui ont bouleversé le commerce mondial des déchets, les pays ne pouvant plus exporter vers la Chine, sachant que l'Europe est premier exportateur de déchets. Donc, Alors peut-être que pour notre auditoire, préciser ce qu'est une norme. Donc en fait, une norme, on ne parle pas des normes ISO 10 000 et tout ce qu'on veut. C'est pas des règles de fabrication ou d'usage. En fait, c'est l'ensemble des règles juridiques qui s'appliquent à un marché. Et donc quand la Chine interdit l'importation de déchets sur son territoire, donc c'est une règle juridique qui s'impose aux différents acteurs et donc elle perturbe le cycle de l'évolution du plastique. Quand l'Union européenne décide d'un nouveau règlement européen, eh bien, ce sont des nouvelles règles qui s'appliquent aux différents acteurs. De la même manière, peut-être que tu pourrais nous parler du cas spécifique français, parce qu'en termes de sabotage d'un secteur, on est quand même assez performant. Oui, on peut citer par exemple la loi AGEC, qui introduit plusieurs contraintes ou certaines contraintes vis-à-vis des industriels, notamment évidemment du plastique. La loi AGEC ayant fait également l'objet de campagnes d'influence, en particulier, on peut citer les ONG. Donc la loi AGEC, c'est la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire du 5 juin 2020. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette loi, par rapport aux normes européennes ? Parce qu'en fait, on est dans un cas assez rare où un pays membre de l'Union, en fait, décide de s'aborder son propre secteur industriel, alors qu'au final,
les Oui. règles sont différentes au niveau de l'Union européenne. Peut-être que tu pourrais nous en Alors, toucher 2 mots. sans aller dans le détail de la loi AGEC, la loi AGEC introduit des mesures contraignantes, bien plus contraignantes que celles qui ont été proposées dans le cadre du projet du règlement européen. Alors sur le plan, sur l'échiquier juridictionnel, justement, qu'est-ce que tu peux nous dire, Aurélie? Alors, sur l'échiquier juridictionnel, ce sont surtout les ONG qui ont investi cet échiquier, notamment via le recours à des actions judiciaires. Certaines ONG se sont d'ailleurs spécialisées dans le contentieux environnemental, comme par exemple l'ONG Client Earth, qui est à l'origine de plusieurs actions contre des industriels ou contre certains projets. Je pense par exemple au projet INEOS à Anvers. Pendant plusieurs années, Client Earth, accompagné d'autres ONG, ont mené des actions contre le projet. Ce projet, ça portait sur quoi? C'est sur la construction d'usines par l'industriel INEOS. Et, Qui est une multinationale britannique D'accord, des produits chimiques et du pétrole. OK. Cependant, des industriels empruntent également la voie judiciaire pour défendre leurs intérêts. Et d'ailleurs, à la suite d'un recours déposé par Plastalliance, donc le syndicat européen des industriels du plastique, Que préside monsieur Taillefer? tout à fait, auprès du Conseil d'État, eh bien, ce dernier a prononcé une décision le 8 novembre dernier en faveur du syndicat en annulant un décret d'application de la loi AGEC interdisant les emballages plastiques pour les fruits et les légumes frais non transformés. Ce qui est plutôt une victoire pour ces industriels et ce qui démontre également finalement la non-conformité de certaines dispositions de cette loi AGEC avec les dispositions du règlement européen PPWR. Alors, tu nous avais parlé de 4 échiquiers, le 4e, on y arrive. Oui, c'est l'échiquier environnemental qui est occupé majoritairement par les ONG. Donc certaines ONG prônent une stratégie de déplastification en raison, selon elles, des effets dévastateurs du plastique sur l'environnement, la biodiversité et la santé. Et alors concrètement, la déplastification, c'est un terme utilisé par les ONG elles-mêmes. Et qui est défini de façon très claire par l'ONG Zero Waste France comme l'action de planifier et mettre en œuvre la réduction drastique de la production et l'utilisation de tous les plastiques dans les activités économiques, tout au long de la chaîne de valeur et en cohérence avec les principes de l'économie circulaire. Donc, en fait, dans le cadre de cette déplastification, ces ONG vont intervenir sur toute la chaîne de valeur du plastique, matières premières plastiques, plastique fini, déchets, et même le recyclage, qui, comme je l'ai dit précédemment, est au centre des débats aujourd'hui. Certains médias se sont également emparés de ce sujet pour dénoncer des campagnes de désinformation et de greenwashing de la part des industriels du recyclage. Ces actions proviennent majoritairement des États-Unis. Alors, greenwashing, on peut peut-être rappeler ce que c'est? Alors, c'est le fait de donner l'apparence d'une activité éco-responsable et en faveur de l'environnement à des pratiques qui, en réalité, n'ont pas changé ni leur empreinte carbone, ni leur niveau de pollution. Donc, en fait, green, ça veut dire vert, washing, ça veut dire laver. C'est-à-dire on donne une apparence de verdure à des activités qui, au fond, ne le sont pas, vertes. C'est ça. Alors, ce qu'on peut aussi rappeler dans le positionnement, entre guillemets, moral ou moralisateur des ONG, c'est que si on commence à faire l'audit de toutes les utilisations du plastique, je serais curieux de savoir comment on supprime le plastique dans l'équipement automobile, par exemple. Alors, est-ce qu'on va remplacer le plastique par du bois? Et dans ce cas-là, où en est le niveau de déforestation si on recourt à une matière qui est en plus pas si simple à travailler que cela? C'est-à-dire que j'interpelle sur le sujet parce qu'on voit bien quand même qu'il y a des structures qui interviennent sur le champ sociétal
qui se créent de véritables rentes de situation informationnelle en se drapant dans une certaine forme de morale. Et lorsqu'on examine très concrètement les conséquences de leur discours, on tombe dans un univers kafkaïen, ubuesque et parfois totalement incohérent, voire stupide. Donc, ce qui est quand même quelque chose qui mérite d'être regardé à la loupe, c'est les grands discours moralisateurs de certaines organisations non gouvernementales qui se sont fait les héros de ce genre de démarche. Et ce qui est quand même spectaculaire, c'est que très souvent dans des réunions de travail, on invite ces personnes, et parfois là où elles ne devraient même pas être d'ailleurs, parce qu'elles n'ont pas la compétence requise, et elles portent ces discours qui ont l'air effectivement de se présenter comme les défenseurs de la sauvegarde du monde tel qu'on voudrait le voir, mais qui en fait, quand on passe à la moulinette pour regarder clairement à quoi on aboutit parfois à des logiques totalement absurdes. D'autant que c'est vrai que certaines ONG vont donner des solutions, par exemple pour les emballages plastiques, pour les remplacer, mais certaines, par exemple pour les avions, on utilise évidemment beaucoup de plastique pour les avions, vont tout simplement répondre: «Bah, il suffit de pas prendre l'avion». C'est pas Enfin, c'est pas une réponse, qui est pertinente, cohérente. Enfin, c'est pas ça qui résout le problème, en fait, de fond. C'est vrai que les ONG critiquent, beaucoup le plastique, critiquent l'industrie plastique, mais il y a pas de véritable solution. Aucune solution n'est apportée. Oui, puis je pourrais rajouter une chose dont on ne parle malheureusement pas assez, c'est que dans le monde, si on élargit le champ d'observation, il y a des pays qui sont archi-pollueurs en matière de sacs plastiques, je pense aux Philippines, je crois, et là, le discours moralisateur, pudibond de nos braves organisations non gouvernementales, subitement s'éteint. C'est-à-dire que j'attends vraiment une campagne d'amplitude égale à celle de l'action d'ONG sur le théâtre d'opérations européen pour stigmatiser des pays qui sont à l'origine quand même d'atteintes particulièrement graves à l'environnement maritime, et sous prétexte qu'ils sont loin ou qu'on peut les assimiler à des économies émergentes ou à des pays ne sont pas aussi faciles d'accès dans la stigmatisation que les pays européens, finalement, les ONG les délaissent parce que c'est pas rentable dans leur propre rente de situation. Moi, je voudrais aborder un exemple qui est moins sujet à controverse que l'automobile et l'aviation, qui est le domaine de la santé. Donc, en fait, dans le domaine de la santé, hein, si on est passé des instruments métalliques aux instruments à usage unique en plastique, c'est pas juste pour une question de coût. C'est pour une question, en fait, d'efficacité de l'asepsie. Parce qu'un bistouri métallique ou une seringue métallique, avec une structure métallique et un contenu en verre, il fallait d'abord les lessiver à la main et après les passer dans une étuve pour les rendre à nouveau stériles. Et qu'il y avait un problème, c'est que il arrivait assez fréquemment que le lavage à la main ne soit pas fait de bonne manière, et donc en fait, quand ça passait à l'étuve, parce qu'elle avait été mal lavée, était surcuit, et donc ça posait des problèmes d'asepsie. Et si on est passé au plastique à usage unique, c'était justement pour ne plus avoir à stériliser ces instruments, c'est-à-dire on les utilise et on les jette. Si on interdit l'utilisation des plastiques dans ce secteur-là, on revient à la problématique antérieure, et au lieu de se poser la question sur le plastique, il faudra se poser la question sur la pénurie de métal et sur les risques sanitaires. Autre illustration, à Mayotte, il y a quand même 300 000 bouteilles d'eau qui ont été livrées à nos concitoyens pour éviter qu'ils ne meurent de soif. Quelle est l'alternative à ces 300 000 bouteilles d'eau ? On les envoie comment ? 300 000 bouteilles en verre ? Comment on fait à ce moment-là pour réagir à des situations de crise sanitaire paroxystique avec un péril de mort? La réponse à ceux qui proposent des alternatives. Alors, au-delà des considérations, on va dire environnementales des ONG, c'est leur financement qui interpelle. En regardant par exemple les financements de l'ONG Friends of the Earth, qui est également une entité en France sous le nom de Les Amis de la Terre,
On peut constater que le gouvernement hollandais a versé 1 million d'euros à l'entité hollandaise de cette ONG. Également, la fondation allemande Heinrich Böll, Encore eux? toujours, reçoit 90% de fonds publics. Alors sur ce point, elle est très transparente, mais on peut quand même légitimement s'interroger sur leur indépendance. On peut également se demander si ces ONG ne sont pas en réalité utilisées comme bras armés par ces bailleurs de fonds pour promouvoir leurs intérêts politiques, économiques ou stratégiques sur la scène internationale. Pour la fondation Heinrich Böll, il a été démontré qu'au-delà de leur financement neutre, constitutionnel, dans le secteur nucléaire, ils avaient été financés directement dans un projet du gouvernement fédéral allemand pour déstabiliser la filière nucléaire française. Est-ce que tu as trouvé des éléments de même nature ou est-ce que c'est dans le cadre de leur financement classique constitutionnel ? Alors, à ce stade, il apparaît que cette fondation Heinrich Böll reçoit des financements à titre, pour des activités liées à l'éducation. C'est écrit dans leur loi de finances. Maintenant, on peut se poser la question de savoir si les campagnes de déstabilisation que cette fondation mène relèvent de l'éducation, surtout dans le secteur du plastique. Mais comme tu le sais, on en est à un stade exploratoire sur tout ce qui concerne les attaques informationnelles et les ONG, et ça fera certainement l'objet d'un deuxième rapport. Je te remercie. Pour compléter, à mon sens, la question du financement des ONG est importante parce que ces ONG exercent une influence forte auprès des institutions et leurs actions d'influence sur l'échiquier, non plus environnemental, mais normatif cette fois, peuvent jouer un rôle décisif dans l'adoption de nouveaux instruments juridiques. Et ces instruments juridiques impactent en général l'échiquier économique et pourraient aller jusqu'à déstabiliser des secteurs industriels. Donc je pense qu'il est essentiel d'en avoir conscience et d'y apporter une attention particulière, d'où un deuxième rapport. En fait, la logique sous-jacente, c'est que, en fait, souvent, la logique, c'est qui finance, contrôle, ou qui finance, oriente. À titre d'illustration, jusque il y a 2 ou 3 ans, dans l'S&P 500 américain, la logique c'était que tant qu'un actionnaire n'avait pas atteint 25% et la minorité de blocage, il ne contrôlait pas une entreprise dans laquelle il investissait. Cette logique a totalement changé. Maintenant, le pourcentage, c'est 10%. Et donc, comme beaucoup de ces ONG ont une culture anglo-saxonne, on peut se poser la question s'il n'y a pas une extension de cette logique des 10% à d'autres organisations que des organisations qui sont cotées au S&P 500. Donc c'est pour ça qu'on se pose la question du financement, à cause de cette logique qui est compréhensible, qui finance, cherche à contrôler s'il ne contrôle pas réellement. Et donc pour conclure sur l'échiquier environnemental, donc les ONG ne sont pas les seules à occuper ce champ. Certains industriels concurrents du plastique, donc je pense par exemple aux industriels du papier-carton, n'hésitent pas à dénigrer le plastique pour promouvoir leurs produits. À ce propos, j'invite tout le monde à aller regarder l'enquête qui a été réalisée par Hugo Clément, qui en fait démontre, et c'est intéressant que ce soit un activiste pro-environnement qui fasse cette démonstration, démontre que l'usage du carton en matière alimentaire, en fait, est beaucoup plus polluant que l'usage du plastique. D'ailleurs, pour tous ceux qui consomment du café, regardez l'intérieur de vos gobelets en carton, bien, vous verrez qu'il y a une fine couche de plastique à l'intérieur. Donc pour conclure, je dirais qu'il existe bien une guerre économique dans le secteur du plastique menée par des acteurs intra-européens et extra-européens, que la multiplication des actions de prédation, l'enchaînement d'attaques informationnelles, la guerre juridique, les actions d'influence ou les procédures judiciaires constituent de réelles menaces auxquelles l'industrie plastique doit faire face aujourd'hui. Merci Aurélie. Moi, je voudrais dire aussi que, en fait, ce secteur du plastique
n'est pas un secteur dérisoire, c'est un secteur stratégique. À peu près toutes les industries, en tout cas je ne vois pas quel type d'industrie n'a pas recours ou n'a jamais recours sous une forme ou sous une autre à un plastique ou à un polymère dans son activité, voire dans son emballage d'activité, et que si les pouvoirs publics, plutôt que de détruire ou de s'aborder ce secteur d'activité, ne prennent pas conscience de ces enjeux stratégiques, eh bien à ce moment-là, on sortira encore plus amoindri et que l'État ne pourra plus répondre aux besoins de sa population en termes de résilience, d'alimentation ou de réindustrialisation, qui est une dimension à ce point nécessaire pour notre pauvre pays. Oui, puis on peut rajouter, pour une note d'humour, que pas de plastique, donc pas d'industrie spatiale, mais c'est sûr que les ONG dont on a parlé peuvent nous suggérer des solutions. Je crois que dans les classes, il y a très longtemps, on lançait des avions en papier. Eh bien, finalement, voilà une excellente solution pour partir à la conquête de l'espace qui lancera l'avion en papier le plus loin sans plastique. Nous qui passions sans aimer, sans même